en Polynésie, il y a aussi de l'inceste. Et j'ai été un des enfants qui a été touché par ça. Et ça m'avait fait vraiment beaucoup de mal de me dire que tout le monde se dispute parce que j'ai dit quelque chose, alors que si j'avais rien dit, eh ben, personne ne se serait disputé. Vaima Lama Chamès, ancienne Miss France, a publié le 15 mai dernier Ovaille, un livre autobiographique. Reine de beauté 2019, elle nous entraîne dans la découverte de son île, Tahiti. Terre d'histoire, de culture et d'identité, celle qui a fait la femme qu'elle est. Elle y évoque des sujets très personnels, de ce qu'elle a vécu dans l'enfance aux pages qu'elle écrit aujourd'hui, en passant par la grossophobie dont elle a été victime. Le 15 mai, vous avez publié votre livre Ovaille aux éditions First, un livre autobiographique rafraîchissant et inspirant qui nous invite à découvrir Tahiti sous un jour nouveau. Vous nous entraînez avec vous sur cette terre d'histoire, de culture et d'identité, celle qui a fait la femme que vous êtes. Si on vous découvre avec ce livre, c'est parce qu'on vous a avant tout connue comme Miss France 2019. Plus de 5 ans plus tard, comment vous regardez la jeune Vaima Lama de l'époque, fraîchement débarquée de sa Polynésie natale? Je la regarde comme ça et je l'observe et je la trouve naïve et niaise et vraiment pigeon, quoi. Elle n'a pas les codes d'ici, c'est normal, elle connaît pas le métro, elle connaît que Uber parce qu'elle l'a vu dans les nouvelles un jour et donc elle utilise que ça et elle se fait pigeonner par des tarifs de fou parce qu'il suffirait qu'elle prenne le métro pour payer juste, à l'époque c'était moins de 2 euros, plus maintenant. Elle aurait pu apprendre à faire des renvois de vêtements qu'elle n'a pas portés, mais comme elle ne sait pas, eh ben, elle les garde. Et comme c'est la première fois qu'elle peut acheter, eh ben, elle achète. Et elle achète, mais tellement n'importe quoi. Et ça m'énerve de me dire, mais t'es bête! Tu pourrais faire tellement de choses avec tous les trucs que t'as là maintenant, et tu pourrais capitaliser beaucoup mieux, et tu fais n'importe quoi. Tu es jeune, ma fille. Vis ta jeunesse. À cette époque, en 2019, la jeune et naïve Vaima Lama se confronte à la grossophobie, qui est alors bien moins pointée du doigt qu'aujourd'hui. Vous en avez fait les frais, votre poids semble être une obsession pour tous. Vous écrivez dans votre livre qu'on vous a qualifié de Miss Tahiti, la plus grosse qu'on va envoyer en France. Comment avez-vous vécu cette période? Quand on est en pleine construction identitaire, recevoir ce genre de commentaires, c'est vraiment très difficile. Et j'ai la chance d'avoir un caractère très, très, très prononcé. Et quand on a commencé à me sortir des mots comme ça, j'avais envie, juste parce que je savais que c'était pour me provoquer, j'avais envie de les faire chavirer. Et donc, je leur ai donné raison. Et j'ai mangé davantage. Et ça les a saoulés. Et alors, ils ont arrêté de m'embêter. Il y a eu une fois une dame qui m'a dit bah, « Maintenant, tu vas manger qu'une pomme parce qu'on a vu que tu avais sacrément grossi. » Je dis bah, « Je vais la manger, ta pomme. Puis je vais la manger avec tout le reste. » Donc, il y aura petit déjeuner avec viennoiserie, avec un grand bol de lait parce que j'adore boire du lait. Le midi, je vais manger les desserts, plus ta pomme. Alors que si tu m'avais pas embêté, bah, je pense que j'aurais fait un petit peu attention. Et le soir, bah, il y a des desserts à volonté. Bah, vas-y, je vais manger encore plus. À l'ère des réseaux sociaux et du harcèlement, vous n'êtes malheureusement pas la seule à avoir essuyé des critiques sur votre corps. Votre témoignage est d'autant plus utile. Quel est votre message pour toutes ces filles, toutes ces femmes, même tous ces hommes qui sont victimes de ce genre de commentaires sur leur corps? Notre corps nous appartient. Ce que les gens peuvent dire, c'est le reflet de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. C'est pas vraiment nous qui sommes ciblés. Mais comme ils sont pas bien dans leur peau, ils se disent que pour se sentir mieux, ils vont bitcher sur d'autres personnes. Ça définit pas qui on est. On est qui on est. Et on est la lumière qu'on apporte au monde. Et donc, si vous vous éteignez parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment, vous a dit que vous brillez trop, ben, il n'aura qu'à s'acheter des lunettes de soleil. Dans votre livre, vous confiez avoir pleuré à cause de ces critiques. Est-ce que cela finit par déformer la perception que l'on a de soi-même? Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que ce genre de commentaires pouvait avoir un impact sur moi. Mais en étant tout à fait objective aujourd'hui, je constate que, en fait, je ne suis pas grosse, je suis bien en chair, je suis généreuse et je suis plein d'autres qualités. Mais je ne suis pas grosse. Et c'est pas parce qu'on dit que je suis ça que je suis vraiment. Avec autant de visibilité et d'abonnés, etc., on a quand même le temps de tomber sur des commentaires ou regarder des choses qui sont dites négatives. Malheureusement, on est humain et on va avoir tendance à se concentrer sur quelque chose qui va nous toucher davantage. Et malheureusement, ce qui va d'abord nous toucher, ce sont les commentaires négatifs. Ils ne sont pas plus nombreux, ils sont juste plus bruyants. Il faut les couper de notre vie. Et quand c'est virtuel, c'est facile. Et quand c'est en physique, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est là qu'il faut savoir poser ses limites et les faire respecter. Et pourquoi justement donc Miss Bikini Fitness? Pourquoi un tel nouveau défi et quel sera le prochain? C'est un nouveau défi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mais Ok. avant de participer à Miss Tahiti, j'avais déjà l'ambition de faire Miss Bikini Fitness. Ok. Quand j'ai fait du sport avec mon papa, quand j'ai commencé la musculation avec mon papa, on allait dans une salle de sport où la coach m'a dit bah, « tu devrais faire Miss Bikini », mais ça date de 2014 à 2016. Et une fois que toutes mes obligations liées à Miss France et à l'image et toutes les attentes qu'on a pu avoir de moi, je les ai mises de côté, je me suis concentrée juste sur ce que je voulais, et bien il restait ça. Et je me suis lancée dans ça. On ne s'attendait pas justement à vous voir participer de nouveau à un concours, vous qui aviez refusé de représenter la France à Miss Univers et Miss Monde. Est-ce que c'est les critiques justement dont on parlait qui vous avaient à l'époque découragé de participer?
Pour moi, les critiques sont un facteur majeur dans la décision que j'ai prise pour ne pas participer à une compétition internationale. Maintenant, l'élément qui m'a vraiment fait trancher, c'est le fait que les Miss qui allaient participer à Miss France allaient se préparer en Polynésie et qu'il était beaucoup plus important pour moi de les accompagner dans le fait de participer à Miss France et de faire le voyage de préparation en Polynésie que d'aller participer à une compétition internationale où je savais que de toute façon, je n'allais pas scorer. Donc, aucun intérêt. Et on a envoyé des personnes qui étaient motivées, à savoir Maëva Cook et Ophélie Mézineau, qui sont revenues toutes les deux gradées. Ophélie qui est devenue première dauphine de Miss Monde d'ailleurs. La fin de Miss France semble avoir été un soulagement pour vous, mais aussi un saut dans l'inconnu. Vous évoquez un moment dont peu de Miss parlent, le passage SDF, après avoir rendu votre appartement de fonction. Racontez-nous un peu comment vous vous êtes retourné de cette situation. SDF, ça veut littéralement dire sans domicile fixe. J'ai eu la chance d'être accompagnée par beaucoup de personnes qui m'ont permis de squatter les canapés, de squatter les chambres et d'aller dormir à droite, à gauche jusqu'à ce qu'enfin je puisse trouver un endroit qui était à moi. C'est vrai qu'après Miss France, après avoir été assistée pendant 1 an très très fort, il a fallu que je rende mon logement et donc j'ai laissé toutes mes affaires dans un box quelque part à Aubervilliers et puis après j'allais dormir à l'hôtel parce qu'à ce moment-là j'étais encore Miss France et puis quand j'étais plus Miss France, il n'y avait plus de nuit à l'hôtel. Et quand, non, maintenant, tu demandes à droite à gauche et comment je fais et puis tu vas commencer à chercher un appartement et finalement tu apprends pas à te débrouiller tout seul et c'est pas évident mais ce sont dans les moments d'inconfort qu'on apprend le plus et qu'on grandit le plus. Et vous vous êtes pas dit un moment que vous vouliez revenir à Tahiti? Je me suis toujours dit qu'un jour je rentrerai en Polynésie. Mais c'est vrai que les opportunités ne sont pas pareilles. Il n'y a pas cette même compréhension au niveau professionnel des axes d'amélioration ou même d'évolution qui sont possibles. Et c'est compliqué, c'est différent. Et puis il y a tellement de choses à faire ici. Et donc une fois que j'aurai fait tout ce que je veux faire ici, je repartirai plus riche que jamais d'aventures et d'expériences. Et que peut-être je pourrai faire quelque chose qui pourra aider la Polynésie à se développer aussi. Est-ce qu'il existe justement, donc à la fin de Miss France, une solidarité entre Miss? Est-ce qu'à cet instant, vous avez pu compter sur leurs conseils et leurs expériences personnelles? C'est pas au cours de la fin de Miss France que la solidarité se met en place, mais vraiment dès le départ. Quand j'avais besoin de quelque chose, je sais très bien que je pouvais appeler n'importe laquelle d'entre elles et qu'elle serait présente pour m'accompagner justement dans mon... Ça, on le ressent vraiment dès qu'on rentre dans la famille Miss France. Ouais, vraiment. Et donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis, une fois que ça s'est terminé, j'avais d'autres projets en tête. Donc, je ne les ai pas sollicités, mais je suis certaine qu'elles auraient répondu présentes quand même. Dans ce livre, il n'est pas question que de poids, mais aussi d'amour. Est-ce que vous croyez encore à la longévité du couple? Ah! Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour durer. Comme il y a certaines relations qui sont faites pour avoir une chronologie spécifique. Il y a des moments où on va rencontrer quelqu'un qui doit venir dans notre vie pour nous apporter quelque chose et à qui on doit apporter quelque chose, mais on n'est pas voué à continuer toute notre vie ensemble. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Tu sauras qui est l'homme de ta vie au moment de ta mort, parce qu'alors ce sera celui qui te tiendra la main. » Ou pas. Peut-être que c'est toi qui lui auras tenu la main. Mais en tout cas, on ne peut pas le savoir avant. Non, on ne peut pas le savoir avant. Vous parlez de 3 histoires d'amour que vous avez vécues, dont la dernière avec Nicolas Fleury. Qui a dit que c'était Nicolas Fleury? Moi. Mais peut-être que c'est pas lui. C'est un moment de chronologie, je me suis dit, si c'est si proche, c'est peut-être lui. Mais peut-être que je me trompe. Mais peut-être que vous vous trompez. Vous évoquez, alors du coup, même si c'est pas Nicolas Fleury, vous évoquez des différences d'éducation et de valeurs entre l'un qui vient de la métropole et l'autre natif d'une île. Sur quel point précis vous avez pu sentir de telles différences? Je pense que dans les échanges humains, il y avait de sacrées différences parce que on n'avait pas la même façon de concevoir les relations humaines, tout simplement. Par exemple, en Polynésie, on va être très friendly et tout, mais je sais pas, on n'a pas le côté sournois des métropolitains. Voilà, je dis comme je pense. Au tout début, j'ai parlé de la vaille qui était naïve et qui est revenue ici avec des grands yeux et tout. Et nous, en Polynésie, on est naïfs. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à me faire des amis ici qu'en Polynésie parce que j'ai jamais vraiment su quelles étaient les intentions des personnes qui venaient vers moi. Si elles venaient vers moi parce que je suis grave drôle, parce que je suis grave drôle, ou juste parce que j'ai été Miss France. Et ça, vous avez fini par vous poser ce genre de questions alors qu'au début, ouais, vous n'étiez pas habitué à vous poser ce genre de questions? Ah non, au début, j'étais pas connue, donc on se fichait de moi. Donc les personnes qui venaient vers moi, c'était que pour moi, pas parce que je pouvais apporter quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, si. Mais vous êtes toujours drôle. Mais je suis toujours super drôle, en vrai. Vous avez décidé d'annoncer votre rupture avec Nicolas Fleury, cette fois, oui, par une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est une démarche peu commune. Pourquoi vous avez pris une telle décision? Faire une photo avec un texte très solennel, ça ne nous correspond pas. En fait, cette séparation,
elle était nécessaire. On n'a pas les mêmes objectifs de vie, on n'a pas la même façon de voir les choses et de voir l'avenir. Je veux retourner habiter en Polynésie, il veut habiter à côté de chez ses parents en Franche-Comté. À quoi ça sert de se dire qu'on va continuer ensemble si, in fine, voilà, nos ambitions finales ne sont pas les mêmes. Donc à un moment, il faut prendre une décision, il faut faire preuve de courage et se dire, bon, on est d'accord, là, on ne va pas dans la même direction. Ouais, je crois que ouais. Bon, bah... Et faire une vidéo comme ça, c'était beaucoup plus léger. Et on a pleuré beaucoup avant. Parce que oui, bien sûr, c'est un deuil qu'on fait de 5 ans de relation. Et puis on est passé, voilà, chacun à autre chose. On continue nos chemins respectifs en regardant droit devant nous. Et vos rapports aujourd'hui, est-ce qu'il y a une amitié après une histoire d'amour de 5 ans ou c'est pas possible? Je pense que c'est possible. En ce qui nous concerne, en ce moment, en fait, on est tellement focus chacun sur nos projets que on va pas se taper des bars, aller boire ensemble dans un bar et tout. Mais s'il y a des choses qu'on doit se dire, on prendra le temps de se dire les choses. Et c'est comme ça. Peut-être que plus tard, quand on sera posé, que tout se sera tassé, peut-être qu'alors on pourra se retrouver pour continuer à rigoler comme on pouvait le faire. Mais genre, on ne va pas le faire tous les week-ends. Ça n'a pas de sens. Sinon, on n'aurait pas dit séparer, mais juste, on a été ensemble et c'est cool. On peut se revoir et c'est cool. Et on n'est plus ensemble en fait. Vous avez vécu une relation douce, une relation passionnée et enfin la dernière apaisée. Non, de raison, j'avais dit. Une relation de raison. Ah, de raison. Comment imaginez-vous la prochaine? La prochaine, je l'imagine avec moi. Et franchement, j'ai fait ma rencontre dans un voyage qui a été le plus beau voyage de toute ma vie, où je me suis retrouvée et que j'ai enfin pris le temps de regarder et d'observer tout ce qui s'était passé, toutes les années passées. Et c'est aussi finalement la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est la synthèse un peu des observations que j'ai pu en faire. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs, même si je ne le dirai plus jamais. Alors profitez-en bien. Quelles sont les choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer? Quels sont les points sur lesquels je veux m'améliorer? Et il y en avait un petit peu quand même. Je me suis rendu compte qu'être tout seul, c'est m'obliger à faire les choix que j'ai envie de faire sans avoir à compter sur quelqu'un pour me soulager de ces responsabilités-là. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc la prochaine relation, elle sera en paix, elle est avec moi. La prochaine relation est en paix, elle est maintenant avec moi et je me sens trop bien. Et c'est trop cool. Vous aviez dit que le mariage ne vous faisiez pas rêver. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande robe blanche, je serais la reine et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, organiser son anniversaire, on pouvait faire exactement la même chose. Donc, toujours pas de mariage et juste organiser une super méga fête où c'est moi la star, ça me suffit largement. Dans une interview avec Louise Aubéry, Iris Mittenard confiait avoir la pression à cause de sa séparation à 31 ans, la pression du temps que la société lui impose. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens? C'est pas quelque chose que je ressens en moi en tout cas, mais c'est vrai qu'on essaie quand même de me faire peser ça souvent. Et quand on me demande « Ouais, et alors les enfants, c'est pour quand ?» Je réponds « Je suis stérile » et ça coupe le débat. Je suis stérile. À côté de ça, en vrai, je sais pas dans quelle mesure est-ce que je pourrais être féconde, sachant que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, j'ai la chance de ne pas l'être beaucoup, donc tout va bien. Mais si un jour j'ai envie et que je peux pas, je pense que ça me chagrinerait vraiment beaucoup d'être dans cette situation en mode « Alors, c'est pour quand ?» et que non. Quel est votre rapport à la question de la maternité? Aujourd'hui, je veux dire, mais pas du tout. Peut-être que plus tard, je changerai d'avis, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie pour plusieurs raisons. La première étant, je viens enfin de me mettre en premier. J'ai pas envie d'aimer quelqu'un plus que moi. De manière égoïste, j'aime le temps que je peux m'offrir. J'aime l'argent que je peux investir en moi, les voyages que je peux faire. Et avoir un enfant, ça m'empêcherait de faire tout ça de manière aussi libre et facile et légère. Ça va déformer mon corps et j'ai pas envie. Ça va me faire mal et j'ai pas envie. Puis quand il va naître et qu'il va falloir dormir zéro parce qu'il faut se réveiller à chaque fois pour lui donner le sein, j'ai pas envie. Puis après, j'aurai plus de sein alors que là, je trouve qu'ils sont trop stylés. Puis imagine quand t'es maman, t'es plus jamais en paix en fait. T'es tout le temps inquiet. Tout le temps inquiet. Quand il est petit, t'inquiète pour les petits trucs. Est-ce qu'il va tomber malade? Est-ce que je lui ai donné assez à manger? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Déjà là, t'es pas bien. Impossible de parler de votre livre sans parler d'un sujet très fort que vous évoquez pour la première fois. Vous dites avoir subi ce qu'un enfant sur 10 en France subit, l'inceste. Moi, le chiffre, il m'a choquée. Ah, vous saviez pas? Non. Ah ouais. Quelle a été la démarche qui vous a décidé à en parler? Quand on m'a demandé d'écrire un livre sur la Polynésie, j'ai dit « Je ne suis pas la personne la plus légitime pour en parler. Si vous voulez, je vous présente des spécialistes qui pourront en parler davantage, de manière plus détaillée, et ce sera plus qualitatif. » On m'a dit « Non, il faut que ce soit toi. » Ok, si c'est moi, je peux le faire au travers du prisme de ma vie seulement. Et donc, je raconterai la Polynésie telle que moi, je l'ai connue et telle qu'elle m'a vu grandir. Malheureusement, en Polynésie, il y a aussi de l'inceste. Et j'ai été un des enfants qui a été touché par ça.
Et parler de moi sans parler de ça, alors que ça a fait partie des choses qui m'ont forgée, ça n'avait pas de sens. D'autant plus que j'ai payé taquet de séances chez le psy pour passer à autre chose. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool de partager ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as pu guérir de cette blessure pour aider les personnes qui sont encore blessées à guérir de ça. Après avoir vécu ce drame, justement, comment vous êtes reconstruite? Séance après séance, euro après euro. Et finalement, j'ai réussi à trouver le moment où il y avait la séance qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'est un exercice au cours duquel elle m'a demandé d'imaginer moi, petite, qui est effrayée par rapport à la réaction de maman qui est au bout de sa vie en mode ouais, ma fille, elle a vécu ça. Et juste moi qui a besoin d'un câlin, en fait, d'être rassurée. Donc je la prends dans mes bras, je me prends dans mes bras et je me dis tout va bien. Tout va bien se passer. Ce que tu as vécu, tu n'aurais pas dû le vivre. C'est la raison pour laquelle maman est fâchée, mais elle n'est pas fâchée après toi. Mais vous, sur l'instant, vous avez eu l'impression que votre mère, elle était fâchée contre vous? Ouais. C'est difficile de se dire qu'elle est fâchée par rapport au fait que j'ai rapporté. Donc elle est fâchée parce que j'ai dit quelque chose. Donc c'est moi qui suis la cause de son énervement. Et ça m'avait fait vraiment beaucoup de mal de me dire que j'avais énervé maman et j'avais énervé papa. Et que maintenant tout le monde se dispute parce que j'ai dit quelque chose alors que si j'avais rien dit, personne ne se serait disputé. Ce serait quoi? Après, c'est un peu difficile de dire un conseil, mais un parent pour essayer de protéger au maximum son enfant, de libérer en fait ce problème qu'un enfant il n'ose pas le dire parce qu'il a peur de fâcher ses parents. Il faudrait toujours prendre en considération le fait qu'on est humain, on a des failles et il y a des moments où on ne va pas être bien. Recevoir l'information, quelle qu'elle soit, peu importe la réaction qu'on aura, et analyser en fait combien de temps on aura besoin pour redescendre. Et au moment où on redescend, parce que vraiment l'information, c'est une vraie bombe, hein. Au moment où on redescend, alors on va voir l'enfant et on lui dit ce qu'on ressent. On lui partage la peine et on le considère vraiment comme une personne à part entière à qui on va se confier en mode « tu m'as dit quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, mais pas parce que c'est toi qui me l'as dit, parce que j'aurais aimé pouvoir te protéger par rapport à ça. Et je suis désolée de n'avoir pas réussi cette fois à te protéger. » Il a besoin d'être rassuré au travers de mots, il a besoin d'avoir des câlins. Et il a besoin qu'on prenne en considération le fait que, lui, il ne sache pas. Ouais. Et il ne comprenne pas. Et donc, dans ces moments-là, il faut faire preuve de plus de compréhension et de compassion parce que justement, c'est un petit cœur fragile qu'on tient au creux de nos mains et donc il faut le traiter avec beaucoup de douceur. S'il y a un message que vous aimeriez livrer aux trop nombreuses personnes qui ont vécu la même chose que vous, quel serait-il? On est très nombreux à avoir vécu ça. Et on est très nombreux à s'être laissés sombrer, mais ce n'est pas ce qui va faire que c'est fini. On va prendre ça et avec les fissures que ça a créées, on va devenir plus brillant parce qu'en fait, notre lumière qui est intérieure, elle va pouvoir se diffuser davantage. Il faut juste se donner l'amour dont on a besoin pour avancer. On n'aura pas le pardon, sans doute, de la personne qui nous aura blessés. Et c'est notre ego qui en a besoin, mais nous, on n'en a pas besoin. On peut avancer sans ça. Et on va avancer sans ça parce que de toute façon, c'est pas comme si on n'avait pas le choix. La vie continue. Les secondes s'enchaînent et les jours aussi. Et donc, on va avancer jour après jour et pas après pas. Et quel que soit le cheminement que tu auras, tu le feras à ton rythme et c'est OK. Prends juste le temps d'avancer comme tu penses que tu peux. Et chaque effort que tu feras, ce sera suffisant. Vous évoquez tous les sujets avec beaucoup de liberté et d'authenticité. Vous avez une véritable liberté de parole. Pour qui ou pourquoi vous avez écrit ce livre? Je pense que j'ai écrit ce livre pour la Vaille qui avait 24 ans et qui a débarqué et qui connaissait vraiment rien de la vie. Pour la Vaille qui avait 5 ans et qui ne savait pas comment est-ce qu'il fallait parler, et qui ne savait pas qu'à ce moment-là, les mots qu'elle allait dire allaient avoir un impact aussi conséquent dans la famille. Pour la Vaille qui avait 16 ans et qui se demandait « mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai vu tout ça ? Et puis qu'est-ce que je dois faire après ?» Et pour toutes les personnes qui se sont toujours demandé où était sa place. Parce que sa place, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on fait. Est-ce que ça a eu un effet thérapeutique, ce livre? Parce que vous dites que vous l'avez écrit pendant des moments où vous étiez quand même beaucoup seul. Et est-ce qu'il reste du travail ou vous êtes plus en paix avec vous-même aujourd'hui? Alors, je suis beaucoup plus en paix aujourd'hui avec moi qu'à n'importe quel moment de ma vie parce que j'accepte toutes les failles que j'ai. Et Dieu sait que j'en ai quand même pas mal. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi ce qui fait que
que j'ai cette capacité à rire à gorge déployée alors qu'on est dans la rue et qu'il y a du monde qui est ronchon autour, parce que c'est aussi ce qui fait que je suis autant aventurière et que j'aime l'idée d'aller explorer l'Amazonie pour pêcher des piranhas. J'ai vraiment fait un énorme travail. Et c'est pas tant ce livre qui est une thérapie. Là, c'est davantage le condensé de tout ce que j'ai appris au cours de ces séances chez le psy, notamment. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire puisque j'ai pas encore fini ma vie et que je vais sûrement avoir pas mal d'autres leçons qui vont me faire mal encore à apprendre, mais c'est comme ça. C'est ce qui est formateur aussi. Ouais, tout à fait. Et est-ce que la chanson a été aussi thérapeutique pour vous? Et est-ce qu'on pourra un jour vous réentendre chanter ou c'est quelque chose qui est derrière vous? La chanson, j'avais recommencé à écrire il n'y a pas longtemps, mais je suis auteure, pas compositrice. Pour le moment, je ne sais pas encore faire les chansons. J'avais écrit Violette pour parler du viol, par exemple. J'avais écrit une chanson pour les parents, pour guérir un petit peu les blessures que j'avais pu avoir avec mes parents, parce que en tant que parent, souvent, on veut que son enfant ait le même chemin, parce que ce chemin-là, on le connaît. Et on sait elles sont où les failles. Et on sait comment est-ce qu'il faut faire pour pas qu'il aille dans les trous dans lesquels nous, on est tombés. Mais il a son propre chemin à faire. Et donc, c'est cette conversation que j'aurais aimé avoir avec mes parents qui n'a finalement pas abouti. Je parle de l'amour, parce que vraiment, c'est un sujet qui me passionne et que je suis amoureuse de l'amour. J'avais commencé à écrire une chanson pour Nico, d'ailleurs, qui m'avait inspirée, qui s'appelle « Évident et pourtant ». Déjà, le titre, il est passif-agressif, mais bon, je trouve ça assez rigolo. Enfin bref, il y avait plein de chansons sur plein de thèmes, phénomènes de société que je trouvais intéressants, mais seulement les textes. Et donc, tant que je n'ai pas le compositeur pour m'accompagner, ça va être difficile, mais j'ai bien l'ambition de faire un prochain album, enfin, une fois prochaine, quelque part. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très intéressant. Merci.